Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire, faute de preuves tangibles, Vital Kamerhe, l'ancien directeur de cabinet du président de la République démocratique du Congo, a été acquitté ce 24 juin en appel. Il avait été condamné en avril 2020 à 20 ans de prison pour détournement de fonds. Reprise des activités du Parlement panafricain après une année d'interruption. L'élection d'un nouveau bureau est prévue lors de la session ordinaire de la 5e législature qui s'ouvre ce lundi 27 juin. Et puis, lancement des travaux d'une usine de fabrication de vaccins au Rwanda, la première du genre en Afrique. Elle servira notamment à la production du vaccin contre la Covid-19. Mais tout d'abord, l'ancien président sud-africain Jacob Zuma a annoncé samedi 25 juin son intention de contester certaines sections du rapport de la commission Zondo sur la capture de l'État dans lequel il est directement impliqué. L'offensive du camp Zuma fait suite à la publication du rapport final constitué de 6 parties qui conclut que l'ancien président avait favorisé la corruption et une fraude endémique au sein du secteur public. Le rapport recommande que Jacob Zuma fasse l'objet d'une enquête aux côtés d'une partie de ses collaborateurs, notamment la célèbre famille Gupta, en vue d'éventuelles poursuites pour corruption, fraude et blanchiment d'argent. Après une réduction de peine obtenue en juin 2021, Vital Kamerhe, l'ancien président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, a été totalement acquitté par la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe ce 24 juin. Pour rappel, en 2020, il avait été condamné à 20 ans de prison et 10 ans d'inéligibilité pour le détournement de près de 50 millions de dollars alloués à la construction de maisons préfabriquées pour des militaires et des policiers. Ses avocats avaient alors dénoncé un procès politique pour l'empêcher de se présenter aux élections de 2023. Aujourd'hui acquitté et réhabilité, Vital Kamerhe compte-t-il relancer sa carrière politique? Élément de réponse dans ce reportage de notre correspondant Jacques Mboka. Acquitté et réhabilité, Vital Kamerhe est restauré dans son honneur et sa dignité par la décision de la Cour d'appel de Kinshasa lors du verdict rendu ce jeudi 23 juin 2022. Une décision qui se justifie selon la Cour par l'absence des preuves contre le président du parti politique l'Union pour la Nation congolaise, l'UNC. Une décision qui redonne une dynamique à des militants qui avaient longtemps clamé l'innocence de leur leader lors de sa condamnation initiale à 20 ans de prison et privation de droits civiques. De l'euphorie carrément, on n'en revient pas, mais nous avons fait confiance à notre justice et aujourd'hui le président Félix Tshisekedi vient de prouver à suffisance que l'état des droits dont il a toujours fait son cheval de bataille est aujourd'hui effectif dans ce pays à travers ce procès de 100 jours et l'acquittement de notre président Vital Kamerhe. Ce rebondissement ouvre inévitablement de nouvelles perspectives pour l'allié du président Félix Tshisekedi dans la coalition Cap pour le changement qu'il a porté à la magistrature suprême lors du scrutin de décembre 2018. Avec les violences à l'est de la RDC, des soubresauts dans la majorité présidentielle, Vital Kamerhe, doté d'une expérience politique et d'une réputation de pacificateur, détient selon les militants et des observateurs des capacités pour apporter une contribution décisive à la stabilité du pays. Et aujourd'hui, il est acquitté pratiquement à 1 an des élections. Et autrement, aussi, il est acquitté pour jouer un rôle important que le président de la République l'avait déjà déclaré en mars 2020 pour dire que le président Kamerhe jouera un rôle important et qu'il est un homme correct et honnête. Il serait important qu'il regagne son jeu politique sur l'arène. L'acquittement de Vital Kamerhe, tout en restaurant le prestige de la justice de la République démocratique du Congo, chamboule l'agenda politique en perspective de l'élection présidentielle en 2023. Vital Kamerhe, qui devait être le candidat de la majorité présidentielle de cette élection, est le facteur décisif qui permettra au président Félix Tshisekedi, candidat déclaré, de pouvoir se garantir les chances d'une réélection dans un rôle primordial au gouvernement, à l'Assemblée nationale dont il est le député le mieux élu ou dans le directoire de campagne. Une réhabilitation politique qui vient clore un chapitre judiciaire mouvementé dans la trajectoire politique de Vital Kamerhe.
La République démocratique du Congo, où une marche a été organisée vendredi 24 juin à Kinshasa pour dire non au déploiement de la force régionale des pays d'Afrique de l'Est dans l'Est du pays. La manifestation des mouvements citoyens a vu la participation de certaines figures majeures de la scène politique, dont l'opposant Martin Fayulu. Rappelons que suite à l'escalade des tensions entre Kinshasa et son voisin Kigali, le 20 juin dernier à Nairobi, les dirigeants des pays membres de l'EAC étaient tombés d'accord pour le déploiement d'une force régionale afin d'imposer la paix dans l'est du Congo-Kinshasa. Ils avaient également appelé à un cessez-le-feu immédiat. Les activités du Parlement panafricain reprennent ce lundi 27 juin avec une session ordinaire qui s'achèvera le 2 juillet à Midrand en Afrique du Sud. En plus de l'élection du nouveau bureau, des décisions sur le renforcement de la résilience en matière de nutrition et de sécurité alimentaire sur le continent africain sont également attendues. Nathalie Mo. Suspendues pendant un an, les activités du Parlement panafricain reprennent du 27 juin au 2 juillet 2022 à Midrand, en Afrique du Sud. La reprise des activités parlementaires fait suite à une décision du Conseil exécutif et aux décisions politiques et consultations ultérieures en résolution du différend suscité par le mode de désignation du président de l'instance législative de l'Union africaine. La reprise des activités du Parlement panafricain Suspendues pendant un an, les activités du Parlement panafricain reprennent du 27 juin au 2 juillet 2022 à Midrand, en Afrique du Sud. La reprise des activités parlementaires fait suite à une décision du Conseil exécutif et aux décisions politiques et consultations ultérieures en résolution du différend suscité par le mode de désignation du président de l'instance législative de l'Union africaine. La reprise des activités du Parlement panafricain dénote l'avancement du processus de maturation des institutions panafricaines. Quoi de plus normal que l'Union africaine puisse avancer bon an, mal an. Le principal point à l'ordre du jour de la session ordinaire de la 5e législature du Parlement panafricain va porter sur l'élection du nouveau bureau le 29 juin 2022. Un vote qui va se tenir dans un contexte où il faudra trouver consensus entre les défenseurs d'une réforme du système électif favorisant la rotation à la tête de l'institution et les fidèles au système par la voie des urnes. La solution la meilleure serait d'adopter les systèmes par rotation. D'ailleurs, actuellement, il faudrait commencer d'abord par élire quelqu'un du sud du continent pour permettre à toutes les régions d'Afrique d'avoir la possibilité d'envoyer quelqu'un au perchoir, ce qui va permettre sur le plan démocratique que toutes les sensibilités continentales s'expriment. Les assises de la session ordinaire du Parlement panafricain s'intéresseront également au thème de l'Union africaine pour l'année 2022. Dans ce sens, l'institution législative de l'Union africaine devrait finaliser et adopter des plans de travail sur le renforcement de la résilience en matière de nutrition et de sécurité alimentaire sur le continent africain. Toujours dans l'actualité, le Gabon et le Togo ont rejoint ce samedi 25 juin le Commonwealth, l'organisation anglophone qui regroupe 54 nations, pour la plupart d'anciennes colonies britanniques, tenait son 26e sommet à Kigali, au Rwanda. Les deux pays francophones sont les premiers nouveaux membres à rejoindre le Commonwealth après le Rwanda en 2009. Le Rwanda qui a par ailleurs pris la présidence de l'organisation pour un mandat de 2 ans. Avec ses 2,5 milliards de consommateurs, l'adhésion au Commonwealth ouvre la voie à de nouvelles opportunités économiques pour les deux pays. Après le cobalt et l'étain, la République démocratique du Congo mise sur le lithium pour attirer les investissements. Comptant désormais parmi les 4 métaux stratégiques du pays, le lithium est au cœur d'un vaste projet industriel dans la ville de Manono, au sud-est du Congo, Kinshasa. Il y est prévu l'entrée en production d'une usine locale de fabrication de batteries lithium-ion dès 2023. Les précisions dans ce sujet de Nathalie Mo.
Après le cobalt et l'étain, la République démocratique du Congo se fonde sur le projet minier de Manono pour attirer des investissements. La ville de Manono, située au sud-est du pays, abrite un important gisement de lithium estimé à 44,6 millions de tonnes prouvées. Ce minerai est au cœur des ambitions de transition énergétique de la RDC. Le développement d'une mine de lithium à côté de celle du cobalt déjà existante va renforcer la position de la République démocratique du Congo comme meilleure destination des investissements. Le lithium compte désormais parmi les 4 métaux stratégiques de la RDC. Depuis la réforme du code minier en 2018, le gouvernement a instauré une hausse de la redevance sur l'exploitation du lithium, passée de 2% à 10%. Pour la valorisation de cette ressource, une usine de fabrication de batteries lithium-ion devrait entrer en production dès 2023 dans le pays. La République démocratique du Congo est plus compétitive par rapport aux autres pays du monde en termes de production. La transition énergétique en RDC a pour objectif final la transformation du secteur industriel du pays grâce à la hausse de la production d'électricité propre. En janvier 2021, des tests indépendants ont révélé que le lithium congolais est pur à 80%, donc propre à la fabrication de batteries lithium-ion. Le taux de croissance annuel composé de l'industrie mondiale de batteries est estimé à 15,90% jusqu'en 2026 selon des données officielles. Le gouvernement rwandais vient de concrétiser son projet de construction de la première usine de fabrication de vaccins en Afrique. Le 23 juin dernier, le président Paul Kagame, en présence de plusieurs personnalités, dont le directeur général de l'OMS, a procédé au lancement des travaux de construction de l'usine qui va produire les vaccins contre la malaria, la tuberculose et la Covid-19. Il est prévu que les premiers vaccins soient sur le marché d'ici fin 2023. Reportage signé Fraterne Dakiaisenga. Dans 18 mois, le Rwanda devra commencer la production et la commercialisation des premiers vaccins à base d'ARN messager fabriqués en Afrique. Le président rwandais Paul Kagame a procédé ce 23 juin au lancement des travaux de construction de l'usine de fabrication des vaccins à Kigali en compagnie de plusieurs hauts dignitaires. Cette cérémonie marque un grand pas vers l'équité vaccinale. Le Rwanda fera bon usage de cet investissement en attirant d'autres investisseurs et innovateurs pour venir nous soutenir dans ce projet. Et bien sûr, nous soutenons pleinement votre engagement à alimenter cette usine avec de l'énergie verte. L'usine installée par le laboratoire pharmaceutique allemand BioNTech dans la capitale rwandaise Kigali est la première des 3 prévues sur le continent africain. Elle va produire en premier lieu les vaccins contre le paludisme, la tuberculose et le Covid-19. À part le Rwanda, ces vaccins seront aussi fabriqués au Sénégal et en Afrique du Sud. Le plus difficile, Monsieur le Président, c'était de prendre la volonté, l'engagement et le courage politique de dire que pour une fois, l'Afrique, dans le standard du monde, va fabriquer ses vaccins sur son territoire. Et cette décision, vous l'avez prise très tôt. Félicitations à vous tous pour ce grand leadership. Nous sommes fiers de vous avoir comme dirigeant de ce continent. Cela veut dire que demain, après-demain, plus personne ne dira en Afrique on ne peut pas. Si on peut, la preuve qu'on peut, on est là ce matin. Le moyen le plus sûr de combattre l'inégalité vaccinale, c'est de mettre les outils nécessaires entre les mains de ceux qui sont le plus dans le besoin. Je suis fier des pays et le multilatéralisme qui ont accepté de soutenir cette initiative, notamment l'Union africaine et l'Union européenne. D'une superficie d'environ 30 000 mètres carrés, l'usine rwandaise aura une capacité annuelle de production de 50 000 doses de vaccins à un premier lieu. BioNTech indique qu'elle prévoit d'employer une centaine de Rwandais une fois l'usine opérationnelle et de les former à la fabrication de plusieurs nouveaux vaccins utilisant la dernière technologie d'ARN messager. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa.